Alors bonjour tout le monde, on se retrouve à nouveau aujourd'hui avec Emma Cruzy, accompagnée de Pascal. Bonjour à tous les deux, Bonjour. bienvenue. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Oui, pour l'instant, ça va. Moi ça va, je suis Alors on contente. donne... Je suis contente, Nathalie, parce que, tu as réussi la prouesse de faire venir Pascal à l'écran Mmh. Ah, et mais c'est toi Emma, hein, surtout je pense. non, mais nous on adore Kéros et Ah, Pascal a dit: «Allez, je fais pour Kéros». c'est vrai. En tout cas c'est super gentil parce que c'est quand même super important de rappeler la place des conjoints dans cette aventure. Ils ont vraiment un rôle primordial, comme tu l'appelles, de gardien du temple. C'est magnifique, je trouve, comme définition. À partir du moment on a vu que la symphonie hormonale qui se met en place, lors d'un accouchement physiologique, pardon, est magique et à partir du moment où elle est connue, où elle est comprise, et qu'elle est respectée, ça peut être un moment magique et aussi sécuritaire. Hem On en parlait juste avant, en fait, c'est super important parce que vous formez une équipe super solide. C'est vraiment comme un binôme qui se crée et qui va avoir un impact sur, le restant de votre vie. Donc c'est quand même une espèce de enfin c'est une période super importante. C'est vraiment une phase super importante pour un couple, d'être en binôme, d'être en accord et de vivre cette expérience tous les 2. Donc vous avez déjà dit dans une des capsules vidéo que vous aviez mis au monde tous les 2 en fait, votre enfant et c'est super important. La place de l'homme, c'est aussi empêcher que l'adrénaline fasse son apparition, donc de de préserver l'endroit où la femme est en travail et parce qu'on sait que l'adrénaline bloque l'ocytocine. Donc Pascal, j'ai envie de te poser la même question que j'ai posée à Emma au début. Donc vous avez déjà expliqué dans vos capsules vidéo que vous avez commencé, cette grossesse avec une gynécologue, une ou un, je ne sais plus très bien. Une. Vous avez été à ce rendez-vous tous les 2, une. Quelle a été ton impression à toi quand tu l'as entendu parler par rapport à tout ce qui a comment cet accouchement allait se dérouler? Écoute, la sensation que j'ai eue, c'est qu'à ce moment-là, pour résumer très simplement, j'avais la sensation d'être simplement un accompagnant. Chez cette gynéco, j'avais l'impression qu'il y avait la patiente, qu'il fallait mettre avec la petite blouse et cetera, qu'on faisait passer derrière les rideaux pour faire l'échographie, tout ça et une fois qu'elle est prête: «Monsieur, puisque vous êtes là, vous pouvez venir si bon vous semble». Et si tu veux, je me suis senti tout de suite un petit peu, je l'ai senti comme ça, peut-être un peu rabaissé dans le coin d'une pièce déjà et c'est vrai que du coup, j'étais pas très loquace, j'étais là, je dois dire que je m'attendais, presque déjà à faire un petit malaise en regardant l'échographie, tu sais? Alors voilà, c'est clair que je sentais ça comme ça et le fait d'être dans cette posture-là, d'être simplement un accompagnant face à l'experte, donc la gynéco qui est là et qui elle, lead un petit peu tout ça. J'avais je me sentais pas du tout ni utile, ni, spécialement intéressé parce que voilà, je me sentais dans un coin. Hem Comme un spectateur, en fait? Complètement, c'était ça, c'était simplement, vraiment comme je te dis, à partir du moment où Emma était donc avec la blouse, sur le dos, avec le gel sur le ventre, elle me disait: «Bah, si vous voulez venir maintenant», comme s'il y avait une espèce de avant ça une pudeur à avoir et alors que si on était là tous les 2 à ce moment-là, c'est que forcément qu'au niveau de la pudeur, on avait fait sauter des choses déjà donc tu vois, ça me semblait un petit peu particulier de me cette étiquette que j'ai ressentie. Voilà, dans le coin de la pièce, et puis, bah, monsieur, maintenant que nous, de notre côté, on est prêts, si ça vous dit, vous pouvez quand même venir voir si vous êtes intéressés. Mais je me sentais pas vraiment dans un rôle particulièrement, actif, tu vois? Donc, ça m'a fait un peu bizarre et c'est vrai que Emma le dit, je m'étais pas rendu compte, mais j'étais pas très bavard à ce moment-là, dans ce rendez-vous, ni dans les suivants avec elle. Chose qui a complètement changé dès lors qu'on a rencontré, celle qui allait devenir notre sage-femme plus tard. Oui et puis, je rajoute juste qu'il y a eu encore un autre gynécologue, Mmh. après celle-là que finalement moi je l'appelais la dragon,
Je pense d'ailleurs même qu'elle a jamais eu d'enfant. Je saurais jamais, mais elle avait des choses, des signaux m'ont dit, elle, c'est pas possible, c'est pas une mère. Et on avait du coup repris le gynécologue que j'avais eu pour ma première fille. Et j'avais dit à Pascal, tu verras, il est très gentil, il est très sympa. J'en ai un souvenir, c'était quand même 8 ans auparavant. Et ça a été la douche froide parce que en 8 ans, je me suis formée à plein de choses, donc on en a déjà beaucoup parlé dans nos capsules. Et puis, je l'ai vu d'une autre façon. Je l'ai vu comme un perroquet ignorant qui répétait des fausses croyances anxiogènes. Et là, je me suis dit, oh purée, lui, il n'a pas changé, mais moi, qu'est-ce que j'ai changé? Et Pascal, Mmh. il est encore pire, hein, Ouais, avec lui. Alors là, c'était, il était là, mais il n'était pas là, en fait. ouais. Ouais, avant d'aller chez la sage-femme. C'est ça, c'était avant Ouais, parce on que rappelle quand même qu'on fait un enfant à 2, hein. ouais, bah, bien sûr et ce qui a fini chez ce gynéco qui, selon nous, devait être un peu meilleure que celle qu'on venait de voir avant, chez qui déjà j'avais cette sensation un peu particulière. C'est vrai que je me suis dit: «Bon, ben, on va voir un autre, gynéco». Je m'attendais à ce que j'ai un ressenti peut-être différent de ma place, surtout que, je sais pas, là, je passais de une gynéco à un gynéco, alors je me dis: «Bon, peut-être que» et en fait, alors, encore moins, si tu veux, c'est vrai que quand il parlait avec Emma, enfin, quand on était en rendez-vous avec lui, il s'adressait quasiment, je crois, uniquement qu'à Emma. Comme si moi, vraiment, de nouveau, je me sentais, si tu veux, vraiment ce spectateur-là à côté, quoi. Comme si je l'accompagnais parce qu'elle avait peut-être du mal à marcher ou ce genre de truc-là, tu vois? Je me sentais pas comme, le futur papa qui est là et qui a aussi, envie de savoir ce qui se passe et d'être présent Qui a et sa puis, place, quoi. à sa place, ouais, tout à fait et puis, c'est vrai que lui, il a fini vraiment par enterrer pour moi, il y a eu un moment donné où déjà que je parlais vraiment pas beaucoup avec lui, mais il y a un moment donné où je crois que c'est en plus ce qui nous a fait complètement arrêter d'aller le voir, c'est cette histoire, on peut en reparler après, mais quand on lui a parlé pour couper le cordon, cette histoire de clampage, quand il nous a dit: «Il faut le faire le plus vite possible parce qu'à cause de la gravité, votre bébé risque, des choses, De se vider de son de se vider sang, de son sang». si on clampe pas tout de suite. Voilà, donc à Ouais, partir de ouais. là, j'ai eu un peu, si tu veux, à l'intérieur de moi, un gars qui le regarde comme ça, un peu effaré de cet homme qui, je sais pas quel âge il a, mais Ah, mais il est déjà à très la âgé. retraite en partie. Oui, 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 Ouais, oui, donc tu te dis, il est supposé avoir une expérience folle et il te parle du fait qu'à cause de la gravité, le bébé risque de se vider de son sang. Et là, il y a vraiment un truc, un choc en toi, tu te dis: «Waouh, si on en est là, ouais, je suis, conscient qu'à un moment donné, là, je suis pas à ma place ici, dans ce truc, dans ce En fait, système». vous vous sentiez pas en sécurité Non, c'était avec ce très genre de non, non, parce qu'effectivement, si c'est ce genre de personnage qui a une expérience de ce qu'on va vivre et qui doit être là pour aussi peut-être nous mettre sur le bon chemin. En tout cas, à ce moment-là, pour moi, les 2 expériences des gynécos ont pu faire que je me suis dit: «Il y a un truc qui va pas», intuitivement, si tu veux, à l'intérieur de moi, il y avait des choses qui n'allaient pas, qui j'étais pas du tout, à ce moment-là, renseigné comme je peux l'être aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a intuitivement des choses qui collaient pas très bien avec cet environnement-là qu'on était en train de vivre. on rappelle que la peur est liée à l'ignorance, donc en fait, vous, vous êtes, vachement documenté. Emma, tu l'as déjà expliqué, Pascal, tu as fait les mêmes lectures qu'Emma ou tu t'es préparé différemment? Différemment. Alors moi, j'ai beaucoup plus de mal à lire, je suis plutôt vidéo. Et encore pour ça, il faut que j'ai le temps, parce que j'ai mon patron qui me donne beaucoup de travail. Donc j'ai pas Il a fait ma prépa. voilà, j'ai fait la prépa d'Emma. Elle est géniale, je la conseille à tout le monde. Mais effectivement, elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures. Je ne pourrais jamais faire autant parce que vraiment elle mange des livres que c'est extraordinaire le nombre de pages. Moi, je peux pas. Mais par contre, voilà, j'ai mon rythme à moi qui est différent du sien. Et puis j'apprends beaucoup à travers nos conversations. Quand j'ai des questions, du coup, je lui les pose et j'apprends comme ça petit à petit et j'arrive de mieux en mieux, c'est ma méthode à moi, c'est personnel, à coller, si tu veux, ces espèces de wagons manquants, et au fil du temps, j'ai réussi du coup à de mieux en mieux comprendre le processus d'un accouchement et du coup tout ce qui va autour de ça.
mais je suis pas passé par les mêmes lectures, en tout cas. En fait, ce qui a été très formateur aussi, c'est, et ce que je peux conseiller aussi justement pour les personnes qui sont plus, comme, toi, Pascal a aimé les contenus interactifs comme des vidéos. Bah, alors c'est sûr qu'il faut, du coup avoir un œil avisé, hein, sur l'effet toboggan parce qu'on en parle beaucoup et ce qui a été très formateur pour Pascal, c'est d'une part, de regarder des émissions de télé-réalité avec moi et que je lui décortique en fait, on met sur pause, je lui dis: «Bah, tu vois là, ça se passe comme ça parce que», alors c'est clair du coup, il faut être avec quelqu'un qui connaît et là, ça devient beaucoup plus intéressant parce que tu as une autre, perception de ce qui se passe et en parallèle, de décortiquer les expériences qu'on entend dans notre entourage. Parce que nous, on est entouré de gens qui ont des enfants aussi, des bébés qui arrivent. On afflue de témoignages tous les jours sur tous les canaux. On nous écrit pour nous faire part d'expériences. Et donc, Pascal, qui lui traite les emails, les messages et tout ça, revient. Et puis quand on mange, c'est vraiment le temps où on fait justement des points. Puis à ce moment-là, il me dit: «Ah bah, j'ai vu ça. Ah bah, j'ai lu ça. Ah, on m'a dit ça». Et du coup, ça permet chaque fois de prendre des exemples concrets, en fait, ce qu'on ne trouve pas forcément dans un livre théorique qui peut-être, je pense, effectivement, intéresserait de prime abord moins un partenaire qui vit pas toutes ces sensations pendant la grossesse, puis qui va pas, lui, passer par les contractions et toute la phase mécanique et d'intensité. Tandis que quand ce sont des choses très pratiques, très concrètes, le partenaire, il arrive mieux avec des petites touches comme ça à s'investir dans ce qui va être son rôle en fait, pour éviter la catastrophe. C'est surtout ça, je crois qu'il faut que les gens retiennent, c'est que l'homme, il a un rôle en tant que partenaire de protéger. Tu parlais de gardien du temps parce que je l'ai souvent dit. Pour ceux qui aiment pas trop cette approche qui peut être trop spirituelle, selon les mots, bon, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de comprendre que si on connaît les choses bien, on va pas perturber un processus involontaire. Pascal, c'est pas lui qui a, qui a dû faire des manœuvres ou je sais pas, il y a pas besoin de se former, médicalement, surtout pas, hein, par rapport à ça. En tout cas, il a besoin, tu l'as déjà répété aussi, mais il a besoin de te rappeler que tu es capable et de te faire confiance aussi. On parlait de la Ouais. de du processus hormonal. Moi, j'aime bien expliquer comme si c'était une symphonie parce qu'en fait, c'est toutes les hormones qui sont bien accordées et qui se mettent, en marche, à part l'adrénaline et donc lui est vraiment là pour te préserver de l'adrénaline qui pourrait se mettre en marche et pour protéger en effet ton environnement, mais il a aussi un rôle de de coordinateur. C'est lui qui va tout préparer, tu as fait une liste, je suppose, Pascal, vous avez déjà expliqué d'ailleurs, je vous renvoie aux capsules vidéo que vous avez fait de la fameuse piscine avec, l'embout, enfin, vous l'avez déjà expliqué. Hem, Qu'est-ce que tu as préparé en vue du jour J, en fait? Écoute, on avait effectivement tout un listing de choses qu'on a pu préparer, à l'avance et en fait, je pense qu'il y a ces petites choses de base. Nous, on avait, les c'était du jus d'ananas, je crois, pour boire, quelque chose de frais. On avait ça qui était prêt au frigo. On avait, les petites serviettes, à mettre sur la piscine, heu, au besoin. On avait des petites choses comme ça, mais je crois que c'est surtout au moment où le travail commence, c'est d'être attentif, à ce qu'elle va pouvoir, à ses besoins. C'est très subtil. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui parler, il ne faut pas lui parler pour la laisser dans sa bulle, mais il faut vraiment que tu observes, peut-être ses gestes et sa façon de se comporter pour essayer de deviner, sans qu'elle ait besoin de dire, ce qu'elle peut avoir besoin et ça passe par plein de petites choses, parce que je pense qu'on peut avoir une liste, mais il faut pas se cantonner à la liste. Il faut vraiment être à cette espèce d'écoute subtile, sur le moment, de ce que ça pourrait être, je nous, ça s'est j'ai l'impression que ça s'est passé de façon très fluide. On avait donc cette liste et en dehors de ça, la seule chose, je crois, hein, de mémoire que j'ai dû, changer peut-être, c'est la lumière quand le jour a commencé à arriver, que j'avais pas prévu ça et qu'il fallait rester dans une espèce un peu de petite obscurité, de pénombre et à ce moment-là, effectivement, on a une porte d'entrée qui a une vitre un peu sablée
et le soleil se levait et puis il faisait de plus en plus jour dans la pièce et puis, j'ai pas vu venir ça. J'étais trop concentré sur Emma à ce moment-là et Emma qui me dit: «Éteins cette lumière» et et là je cherche, je me suis dit: «Mince, il y a pas eu d'autre lumière que personne n'a rien allumé depuis tout à l'heure, de quoi elle parle?» et Je crois que c'est une des rares choses que j'ai dites, hein. oui, c'est une des rares Mmh choses mh. que tu as pu prononcer, ouais. Éteins la lumière. Ouais et j'ai compris qu'il s'agissait de cette vitre-là qui fait, 2 mètres de haut et je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe, comment je peux faire pour éteindre cette lumière?» et effectivement, je suis vite monté à l'étage pour aller chercher un matelas et le descendre pour le plaquer contre parce que c'est tout ce que j'ai eu dans la tête. Je me suis dit: «Qu'est-ce qui fait à peu près 2 mètres qui peut, faire en sorte que» et voilà. C'est ça, c'est pas sur la liste, tu vois? Ça fait partie de ces moments-là où même si on a une liste, je crois que, de toute façon, il y aura des choses pendant, ce moment, pendant cet événement où on va devoir, créer, très, très rapidement, quoi. Oui, mais par contre, c'est vrai que la perception du moment, moi j'ai beaucoup questionné Pascal parce qu'on était dans 2 mondes séparés. Même si on était très unis. C'est ça ce paradoxe de la naissance en fait, hein, quand on la laisse faire, c'est que, on était dans la même pièce, dans le même environnement, physique. Par contre, moi, quand j'ai, fini l'accouchement, quelques minutes après ou peut-être, 1 heure, je dis à Pascal: «C'est q pourquoi il y a un matelas ici à l'entrée?» J'avais pas capté du tout qu'il avait descendu ce truc et en fait, j'ai même pas capté du tout que c'était pour l'histoire de la lumière. J'avais même pas capté que la lumière venait de l'entrée et en fait, moi, pendant tout le travail, j'étais dans une dimension hors espace-temps, comme je dis dans la prépa et Pascal, il était lui toujours sur les bords du rive de la rive, hein. Mais, justement parce que bon, déjà, faut dire que tu as une grande empathie, donc, de base, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Donc c'est vrai que pour toi, ça a été très fluide dans ce Mmh. processus de capter là où j'étais sans forcément tout comprendre, mais disons que tu captais ça. Mais, il y a 2 choses, parce que c'est vrai que cette liste-là dont on parle, l nous on a accouché à la maison, hein et d'ailleurs, les couples qui, accueillent le bébé à la maison disent tous: «On a accouché» et je le dis, c'est je le dis comme ça me semble logique de le dire comme ça. Mais peu importe, où on accouche, il y a à la maison, on va dire, ce côté, pratique. On va pas saccager la maison, faut pas se mentir, il peut y avoir du sang, c'est pas grave, bon, ce sont des choses comme ça, des fluides corporels et compagnie et donc il y a un aspect pratique qui fait que, oui, on a des bâches de protection, oui, il faut, des linges de bain, Mmh. des produits pour le cordon ombilical, et cetera, des bassines si on veut vomir, enfin bref, voilà et tout ça étant prêt, on peut enfin, se consacrer à autre chose. C'est pour ça que je trouve que le partenaire, il a aussi ce rôle-là avant que tu sais, hein, on était Mmh. vraiment prêts. Ou moi, tu te souviens que j'étais complètement altérée. Mmh. Avant d'accoucher, la femme, elle est heureuse, Mmh. hein, elle comprend plus grand-chose, elle devient un peu bête et c'est très bon signe d'ailleurs. Et du coup, le partenaire, lui, il s'assure et ça, c'est quelque chose que les hommes aiment bien faire quand même. Ça peut-être ça vous rassure aussi, non? Mmh. De dire: «Bon, bah, techniquement, tout est prêt. Mmh. La liste est là». Au moins, c'est carré, tu vois? Ça, il y a un contrôle là. Mais c'est très complémentaire, en fait, hein, votre rôle est très complémentaire. Oui et quand j'ai, jeté le téléphone, sur Pascal quand il dormait avec cette fameuse application qui calcule les contractions puisque j'ai commencé mon travail seule, j'avais envie qu'on me fiche la paix Mmh. et puis il y a des applications où on peut appuyer sur un gros bouton, quand la contraction arrive et s'arrête et elle calcule toute seule la durée de la contraction et la récurrence et effectivement, au bout d'un moment, les applications, vont, dire: «Allez à l'hôpital», ce qui s'est passé chez nous parce qu'elles sont pas programmées pour se dire que, bon voilà, on va accoucher, d'une autre façon et à ce moment-là, on considère que quand les contractions sont toutes les 2-3 minutes et durent à peu près entre 60 et 90 secondes, là, ça commence à y aller quoi, hein. C'est le travail, il pulse et c'est à ce moment-là que moi j'arrivais plus à parler parce qu'elle dormait et en fait je pense que je t'ai juste un peu poussée, je t'ai jeté le Tu téléphone grommelé des choses un peu de femme préhistorique. et je lui ai dit: «Démerde-toi» Ouais. et à partir de ce moment-là, la personne qui justement est prête, je dis ça parce qu'effectivement, tu vois, à ce moment-là, c'est Mmh. toi
a sécurisé l'espace, comme on Mmh. dit, hein. C'est toi qui a géré l'appel à la sage-femme, qui a géré le fait qu'il fallait remplir la piscine, parce que bon, tout cet aspect technique, moi, je l'ai pas du tout vécu, je me souviendrai de rien. Je suis arrivée en bas, je saurais même plus, il faudrait que je reprenne le timing de la naissance, à quel moment, par rapport à ça, et tout était prêt. Moi, il y avait les bougies allumées, la playlist que j'ai demandé, tout était prêt, en fait. Mmh. Mais pour moi, je me suis pas dit: «Ah super, c'est prêt». Ça m'a juste pas perturbée. C'est juste ça, et ça, c'est le rôle capital du conjoint. Mmh. C'est juste de préserver ce processus involontaire qui passe par certaines choses qui justement, favorisent l'extinction de ce néocortex. Voilà. En tout cas, tu l'as déjà dit, mais il faut une énorme confiance entre les 2, entre la femme et l'homme, pour arriver à une symbiose pareille. Donc c'est quelque chose qui se prépare aussi, au niveau du couple, pendant la grossesse. C'est apprendre à se faire confiance. Autant l'homme, dans les capacités de sa femme, en comprenant comment le processus hormonal se passe, autant la femme doit pouvoir faire confiance à son homme par rapport à tout ce qui est technique, comme tu dis, organisationnel, et cetera. Mmh. Et Pascal, tu avais des peurs avant l'accouchement et aussi avant on peut dire ta formation, ou des blocages que tu as pu inverser avant l'accouchement? Là, je m'adresse plutôt aussi, tu peux peut-être dire un mot aux hommes qui nous regardent, qui auraient peur ou qui trouveraient ça: «C'est sale», on parle souvent du placenta ou, peu importe tout ce qui peut se passer lors d'un accouchement, hein, est-ce que tu as pu inverser ça, avant que Emma accouche? Ce qui s'est passé, c'est que, si tu veux, j'ai essayé d'avoir peur. Parce que à partir du moment où on a rencontré notre sage-femme, je me suis dit: «Ah, là, ici, avec elle, les questions qui nous avaient été posées, j'avais ma place». Heu, Elle comptait autant sur mes réponses que sur les réponses d'Emma. Et là, je me suis dit: «OK, c'est nouveau, là, c'est cool pour moi, je me sens, plus à l'aise». Et en fait, j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement naturel en me disant: «Ben, c'est vrai qu'on était allé voir cette sage-femme en vue d'un accouchement à la maison». Mais à ce moment-là, c'était vraiment, écoute, comme tu sais, on lance un peu une connerie en l'air, «Qu'est-ce que tu crois? On sait pas. Bon, bah, viens, on va la voir et puis on verra, quoi». C'est ça. Avant le rendez-vous, c'en était là, et une fois qu'on est sorti de ce rendez-vous, je sais plus, je crois que je t'ai dit: «Bah, OK, bah, je vais aller gonfler la piscine», en rigolant, Mmh. et c'est devenu très réel pour moi parce que je connais Emma et que j'ai extrêmement confiance en elle et ses capacités, et pour moi, ça faisait aucun doute à ce moment-là. Je sais aussi que mentalement, elle est très forte, donc moi, je me sens en sortant de là: «OK, je vais vraiment envisager ça», et ça me semble tout à fait naturel ça, de faire cet accouchement à la maison. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai aucune peur du tout. Je me dis: «C'est trop je suis trop en phase avec ça, ça me parle». C'est-à-dire que pour moi, l'hôpital, comme je crois vraiment beaucoup de personnes, il y a, tu sais, on parle tous de l'odeur d'un hôpital, ça n voilà, ça nous parle à tous, hein, ça. Et pour moi, l'hôpital et son odeur, c'est, quand quelque chose ne va pas au niveau de la santé. Pour moi, c'est ça. Et c'est vrai que dans le fond, je me suis dit, «Ça colle pas, le fait de mettre au monde un enfant avec le côté de ce côté-là, cette odeur de l'hôpital qui ne va pas». Pour moi, ça va, au contraire, c'est cool, on a un enfant qui va arriver, c'est pour moi, c'est l'inverse de l'hôpital, ça. Hem Et si tu veux, à ce moment-là, donc, vraiment, c'était naturel pour moi et je me suis dit: «OK, ça a l'air trop naturel par rapport à ce dont on a connaissance, les séries, les Netflix, les Hollywood et les films et qu'on voit depuis tout le temps, les documentaires qu'on peut voir sur les chaînes principales, tu vois, depuis tout petit». Je me suis dit: «Il faut quand même que je fasse gaffe parce que moi, depuis toujours, j'ai vu des choses où ça se complique, où c'est toujours l'hôpital, et là, je me sens vraiment trop en phase avec, cet accouchement à la maison». Et je me suis dit: «Écoute, essaye de te faire peur pour voir ce qu'il en est, ce qu'il en ressort, parce que c'est comme ça que j'appréhende le mieux, tu vois, les moments où peut-être ça peut mal se passer». Et j'ai essayé,
au début, je trouvais pas trop grand-chose dans ma tête à me dire. Je me suis dit: «Bah, non, mais j'ai vraiment la sensation que tout peut vraiment bien se passer». Surtout que nous, à ce moment-là, les échographies, tout va bien, quoi. Je veux dire, tout est au vert, tu vois? Donc c'est OK. Et j'arrivais pas à me faire peur. Je me suis dit: «Ça me va pas», parce que dans mon processus à moi, il faut que j'arrive à me faire peur pour voir si je surmonte maintenant cette peur et ne pas être confronté à cette peur sans y avoir pensé peut-être, le jour J. Alors j'ai commencé à regarder justement donc des documentaires où tout se passe mal pour, que voilà, pour me dire: «OK, alors si nous on est dans ce truc-là». Et en fait, à chaque fois, je me disais: «Bah non, mais il y a des choses qui ne vont pas dans ce qu'on voit dans le documentaire. Nous, en tout cas, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça». Et j'ai pas réussi à me faire peur. Donc je me suis dit: «OK, si même en regardant ça, ça va, et ben, je suis vraiment en phase avec ce qu'on va essayer de faire là». Et puis pour toutes ces choses, le placenta, s'il peut y avoir du sang, s'il peut y avoir d'autres choses, enfin, pour moi, c'est clairement, je me mets à la place à ce moment-là d'Emma. Je dis ça parce que j'ai entendu des hommes dans des reportages dire effectivement, ou dans des témoignages dire: «Ouais, mais alors moi, le placenta ou s'il y a du sang ou s'il y a, un peu de caca ou ces choses-là». Mais écoute, moi, si je me mets à la place d'Emma, je me dis à un moment donné aussi, elle choisit pas à ce moment-là ceci ou cela, c'est le corps humain, c'est humain. Ça Moi, si j'étais à sa place, ça serait la même chose. Donc est-ce que je vais me dire de moi-même: «Ah non, c'est la nature qui va faire ce qu'elle a à faire de la façon dont elle doit le faire», tu vois? Donc j'ai pas été, par avance ni, dégoûté ou autre. Je me suis dit: «C'est vraiment, le» je suis un peu fasciné par ce moment-là, ce que la nature a à offrir. Et c'est pas en le cachant, c'est pas en essayant de faire, que ça se passe derrière un drap où tout est caché que ça arrangera les choses. Je veux dire, c'est pour moi, c'est complètement, OK, c'est la nature qui va faire ce qu'elle a à faire, tout simplement. Non, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui je suppose que vous avez reçu des témoignages, de la sorte, qui après avoir vu accoucher leur femme, sont traumatisés, en tout Ah cas mais en milieu pas quand ça se fait, physiologiquement. voilà. Ceux Mmh. qui sont traumatisés souvent, hein, c'est ceux qui voient leur femme se faire couper par une épisio alors qu'elle crie: «Je veux pas», puis ils savent pas quoi faire. Les hommes traumatisés sont, d'après mes recherches, les hommes qui se sont sentis impuissants. Et un homme qui accompagne sa femme, dans un accouchement, autonome, ce qui ne veut pas dire non assisté, hein, faut pas confondre les 2 choses, hein. On peut très bien avoir un professionnel formé qui, comme le dit tellement, je trouve ça tellement beau quand Michel Audin dit: «Une sage-femme idéale, elle tricote au fond de la pièce». Bon, même Mmh. si on est peut-être moins dans le tricot en 2022, mais disons qu'on comprend ce que ça veut dire. Et pour moi, d'après ce que je ressens, les traumatismes du partenaire viennent de l'impuissance et ils le disent même dans il suffit de regarder, toutes ces émissions qu'on voit, maintenant on parle même de daddy blues. Il y a vraiment ça Mmh. et justement, je voulais juste rebondir sur ce que disait Pascal par rapport au tabou parce que, moi j'accompagne des femmes enceintes et on ça me fait des groupes de recherche aussi où je les questionne beaucoup et il y a vraiment des choses qui reviennent souvent. Premièrement, comment intéresser mon partenaire à la naissance? Comment l'inclure? Comment faire en sorte qu'il se sente, bah, investi dans ce processus-là. Effectivement, on a perdu cette connexion, avec, l'histoire, c'est vrai que toi, tu adores Pascal, il regarde beaucoup des films sur les époques des Vikings ou toutes ces tribus, à l'époque donc, là, c'est vrai qu'il y avait, une transmission différente de la vie, mais au-delà de ça, il y a des femmes aussi qui sont très, bloquées par, et alors ça, c'est ce qui revient tout le temps: «Et qu'est-ce qui se passe, si, je vais à la selle pendant mon accouchement?» Ça, c'est vraiment le gros tabou. C'est pour ça que je dis toujours aux mamans: «Eh bien, la meilleure façon d'inclure votre partenaire dans tout ce processus, c'est déjà d'arrêter de manger devant la télé», hein, parce que ça, malheureusement, c'est un tue-l'amour, hein. Sauf si c'est pour, partager un moment où on se dit: «Ah, on a envie d'apprendre un truc, on a envie de passer un bon moment», mais pas que ce soit la routine de mettre la télé parce qu'on discute pas et surtout quand on prépare une naissance, c'est le moment de dire moi je me souviens, j'avais dit à Pascal, alors déjà, comment toi, tu te sentirais si c'est toi qui devais accoucher? Tu aurais peur de quoi? C'est pas est-ce que tu aurais peur, c'est de quoi aurais-tu peur? Parce que c'est absolument nécessaire d'avoir des peurs. Sinon ça veut dire qu'on les cache. Et là, le jour J, il y a tout qui ressort, hein. Croyez-moi, les amis,
on en sait quelque chose parce qu'on est entouré de gens qui vont les mains dans les poches. Mmh. Ah oui, que ce soit l'homme ou la femme, hein. Ah oui, non, mais moi j'y vais tranquille, tout va bien, c'est naturel, tout se passe très bien, je vois pas pourquoi j'aurais peur. Mais quand on n'a pas formulé et déposé sur la table nos peurs, elles ressortent. Et puis, ça, si après tu veux en parler, tu diras: «Mais c'est vrai que Pascal, souvent, il est un peu énervé parce qu'il se dit: "Ah mais, heu, il voit des hommes qui sont trop relax"» et presque c'est je pense que pour une femme, c'est, si l'homme, il se rend pas compte que c'est quand même un job pour la femme de mettre au monde son bébé, c'est presque dévalorisant pour tout ce travail qu'elle va faire. L'homme, il doit se rendre compte quand même que c'est pas rien, hein, de sortir un bébé de soi. Et donc, la deuxième chose, c'est une fois que tu as identifié, tu as dit: «Eh bah, si tu étais à ma place, de quoi tu aurais peur?» Mais du coup, par exemple, si c'était toi la femme et que tu allais à la salle, tu te sentirais comment? Moi, c'est des questions que j'ai posées à Pascal. Je lui ai dit: «Mais si c'était toi qui étais à ma place, puis imagine là, tu es en train d'accoucher et puis il y a du caca partout, tu te sens comment?» Et en fait, c'est vrai qu'au-delà il faut c'est une occasion géniale ces moments-là de pré-accouchement. Justement, quand on parle de complicité et d'esprit d'équipe, c'est pas être un couple là, dans ce cas de figure, qui parle en tant qu'amant, amante, mais partenaire. Et le couple, c'est plein de relations différentes. Ça peut aussi être partenaire de travail, ce qui est notre cas. Et alors, plus il y a de relations différentes qui se viennent en couche, et plus ça nécessite une sagesse de savoir à qui je m'adresse là. Alors là, ce sera un autre sujet, mais c'est vrai que moi, quelque chose qui me passionne, c'est la vie commune et le quotidien. Et là, je dis souvent, je suis pas en train d'engueuler mon amant, je suis en train d'engueuler mon coloc. Et ça permet de discuter d'autres choses. Et là, quand on parle des tabous, on n'est plus, il faut oublier cette connotation amant-amante qui fait que certains couples, quand ils veulent tout cacher, hein, comme tu disais tout à l'heure, Mmh. on dit rien, on n'ose pas, on va à l'hôpital comme ça, de toute façon, toi, tu seras à l'autre bout de la pièce. Il y a de fortes chances pour que tu te retrouves impuissant. Tu verras rien. Et il y a plein justement de non-dits. Ça peut, être dommage, dans le meilleur des cas, c'est dommage parce que le couple n'a pas, saisi l'opportunité d'être complice sur ça aussi. Et puis dans le pire des cas, ça aboutit à des traumatismes réels où, effectivement la femme, il y a des femmes qui ne poussent pas parce qu'elles ont tellement peur, d'aller à la selle qu'il y en a qui ne poussent pas. Mmh. Et ventouse et forceps, et ce sont des peurs qu'on arrive à détecter une fois qu'on creuse dedans, hein, parce que c'est évidemment, elle va pas dire: «Ah ben j'ai peur de faire caca», elle va pas le dire comme ça. Mais ça fait partie des blocages, des secrets de polichinelle dans les coulisses d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de professionnels qui le disent. Et au final, l'homme, il assiste à quoi? Il assiste à une femme qui peut être charcutée. Alors je dis pas ça pour faire peur, mais à la base, ça pourrait être tellement simple. Juste poser une question et puis de sortir de ce contexte: «Ouh là là, je vais plus être jolie, je vais plus», non mais c'est pas le moment là, c'est pas un moment où on est là, hein. Oui, mais tu étais jolie quand même. Oui, c'est c'est autre chose, c'est une autre dimension. Bon après, peut-être c'est plus facile pour quelqu'un qui a travaillé comme, toi dans un milieu d'urgence, dans d'autres contextes. Peut-être un pompier va appréhender ça différemment. Mais voilà, moi si je peux juste, donner mon conseil, ça serait de sortir de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est beau, ce qui est pas beau. Sortir de ces considérations-là et d'être juste beaucoup plus simple. Voilà, d'aller vraiment à l'essentiel simplement. Oui, et puis je pense à une chose là, que j'ai ça m'a fait tilt il y a quelques jours, il y a pas si longtemps, c'est que, heu, pour tous ces papas peut-être qui ont peur, sans trop comprendre, sans trop savoir, je pense que c'est comme ça pour la plupart. Ceux qui ont peur, je pense que c'est parce qu'ils sont justement pas suffisamment renseignés en dehors de ce qu'on nous met devant les yeux depuis tout petit, hein. En fait, je crois comprendre que beaucoup de personnes, ne veulent pas envisager un accouchement à la maison parce qu'ils se disent: «Mais déjà, tout ce que j'entends autour de moi des personnes qui accouchent à l'hôpital, c'est pas tout le temps simple, c'est pas tout le temps facile. Alors imagine à la maison». Tu vois? Pour moi, c'est cette inversion de nouveau qui est faite. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, il y a des protocoles qui sont évidemment stupides à faire lorsque
tout peut très bien se passer. Comme la plupart des choses que l'on entend, nous, des témoignages, les femmes commencent très souvent, par: «Tout allait bien et puis». Mmh. Et lorsque tout va bien, et ben, lorsque tout va bien à la maison et qu'effectivement, alors il faut se préparer, c'est sûr, mentalement, mais tout continue d'aller bien. Et à l'hôpital, même lorsque tout va bien, en fonction des protocoles qu'ils ont, ça fait très souvent tout déraper. Et alors ça, mais pour ça, des documentaires, il y en a, mais tout sur tout le net. Et c'est une chose que je me suis dit l'autre jour donc, qu'à force de voir ça, on se dit cette chose qui est complètement fausse. Si déjà à l'hôpital, ça se passe pas super, super, alors à la maison, ça peut être que pire. Mais non, parce qu'à la maison, c'est complètement autre chose. C'est un environnement où on est justement en intimité et il faut, ouais, se faire confiance, c'est sûr, mais on vit ça vraiment à 2. Et hem, il y a une façon aussi que j'avais de voir Emma, c'est que les contractions sont une forme de souffrance à un moment donné, sauf que plus vite on les accepte, bon, et je sais, je suis un homme qui parle, mais c'est ce que je sens en tant J'ai rien qu'homme. dit. Oui, oui, je te vois venir. Elle Heu, n'était pas en détresse, elle n'était pas en non, souffrance, elle parce était en que puissance, en fait. voilà, c'est ça. En fait, Mmh. à partir du moment où tu les acceptes et où tu les travailles autrement, tu ne les subis plus. C'est ce que moi j'ai ressenti. Et à ce moment-là, c'est vrai que être dans cette intimité entre nous, ça te rend de plus en plus puissant et fort très vite. Alors que je suppose que si tu es à l'hôpital avec tes contractions et que tu es sur le dos et que c'est difficile et que tu as tout ce staff autour qui vient, puis qui donne des conseils ou qui chacun après nous, on en a vu, hein, des reportages où tu as les médecins même le gynéco qui est juste à côté, qui fait les 100 pas à côté de la femme en train de la regarder toutes les 2 minutes en disant: «C'est bon, ça vient, ça pousse», ou tu vois? Ce genre de choses-là, c'est vraiment on est dans un autre univers et après donc ça se passe mal et il y a tous les protocoles de nouveau. Et je me dis que, les gens devraient vraiment se dire que c'est l'inverse. D'abord, on devrait envisager si tout va bien à la maison parce que tout est d'une manière extrêmement fluide et intime et vraiment en puissance et c'est génial. Et si ça va pas, alors on peut compter sur l'hôpital, bien sûr. Mais, tu vois, c'est juste ça que je trouve dommage aujourd'hui, que je suppose que les papas qui ont peur à l'avance, c'est parce qu'ils ont sûrement cette réflexion. C'est ce que moi j'ai pu comprendre, de se dire: «Mais si à l'hôpital c'est déjà pas génial, alors à la maison je j'ose même pas y penser et puis alors, compter sur moi là-dessus, non, je suis pas un expert, il y a des experts qui le sont à l'hôpital», voilà. Et je trouve ça dommage et triste parce qu'ils passent vraiment à côté de quelque chose de fort. Tu te rends compte que moi, j'ai pas vécu d'accouchement à l'hôpital, mais en tout cas, je sais ce que j'ai vécu ce jour-là. C'est tellement fort, ce que tu as et j'ai pu vivre par, on va dire, par procuration, ce que je regarde dans les reportages où je vois des papas qui sont dans le coin d'une pièce ou qui sont complètement avachis, qui sont là à essayer de faire ce qu'ils peuvent pour rassurer la maman, mais ils savent même pas. C'est normal, ils sont dans un truc, on les met derrière le rideau aussi ou dans un coin, mais comment veux-tu? Il y a rien qui est fait pour, moi, si j'avais été à l'hôpital, c'est ce que je pensais aussi au début. J'avais dit à Emma: «Mais moi, si ça doit se faire à l'hôpital, je pense que je vais tomber dans les pommes parce que à quoi je sers?» Tu vois? Je suis, très très passif à cet endroit-là. Alors que là, je me sentais vraiment très actif et c'était vraiment un moment super agréable, j'ai trouvé, ouais. Ouais. Mais en fait, c'est ce que tu viens de dire, tu es très actif, donc tu savais que tu pouvais lui faire du bien. Tu parles des essuies, tu parles du jus d'ananas. À l'hôpital, il y a en effet des hommes qui se retrouvent dans un coin en voyant leurs femmes, alors si elles sont déclenchées, c'est encore pire, mais ils pensent, comme ils ne sont pas au courant de comment ça se passe, que leurs femmes souffrent et ils n'ont pas leur place. Donc c'est d'autant plus douloureux et c'est là qu'on en revient à l'équipe qui se forme à ce moment-là. C'est que la femme se sent abandonnée par son conjoint et le conjoint se sent impuissant. Donc la suite pour le couple est compliquée quand même à vivre. Tandis que vous, en fait, ça vous a encore renforcé. Exact. Beh, c'est sûr que, cette impuissance-là, en plus, il faut voir comment ça se passe parce que j'ai aussi beaucoup entendu, tu sais, à un moment donné où tu as l'obstétricien qui rentre dans la pièce et puis c'est un peu genre: «Poussez-vous de devant, j'arrive»
et puis il va donner ses consignes à l'hôpital en disant il faut faire ci, ça, il va souvent beaucoup trop vite. Et effectivement que là, quand tu es le conjoint, mais c'est soit tu rentres frontalement dedans en disant attendez, vous venez juste de débarquer, et là vos histoires de il va falloir faire ci, ouvrir ou juste tout ça, on va se détendre. Mais donc là, tu as soit le gars, il te dit ok, je me barre, démerdez-vous, et tu te sens un peu con, tu te sens d'un coup, tu te dis ouah, je suis en train de mettre tout en danger là. Ou alors, il y a ce côté, euh, tu vois, qui va être vraiment trop frontal. De toute façon, ça peut pas se passer bien, en fait. Et le conjoint, à ce moment-là, je me dis, il va se mettre dans un petit coin en disant, bah, moi, je peux pas savoir mieux que lui. C'est vrai, bah, qu'il fasse ce qu'il a à faire, mais tu te rends compte qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il accepte que quelque part, sa femme se fasse un petit peu, enfin, les mots, voilà, mutilée Mutilé. ou ouais, maltraitée. C'est-à-dire que tu dois l'accepter parce que sous prétexte que cet obstétricien, ce gynéco qui vient de rentrer là, il doit mieux savoir, alors que tu dois sentir au Mmh. fond de toi que ça va un peu trop vite ou qu'il est un peu trop. C'est ce qu'on entend très souvent. Je dis ça parce que ça fait partie de ce que je ressors d'une multitude de documentaires que l'on peut voir, hein. Et je me dis que effectivement, si tu te retrouves dans cette petite place là à côté à devoir subir. Qu'est-ce que tu veux? La preuve, on entend combien de conjoints, de chéris là qui disent à leur femme, la femme qui dit non mais attendez machin nanana, et le chéri qui dit non, chérie laisse faire le médecin, il sait ce qu'il fait. Tu vois, je trouve ça vraiment triste parce que je suis sûr qu'après plus tard, les jours qui suivent, le conjoint doit y penser et c'est obligé de se dire putain mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là tu vois d'accepter puis de dire à ma femme laisse-le faire, laisse-le faire. Je comprends que sur le moment ce soit un paramètre d'urgence et qu'on sache pas le gérer parce que effectivement le médecin c'est pas nous, c'est lui, donc il doit mieux savoir. Mais après coup, souvent je pense que les gens doivent y réfléchir et se dire ah, si j'avais su. Et je précise juste là, parce que c'est important de le savoir quand même, que ce ne sont pas des urgences vitales ni nécessaires, parce que souvent ça intervient au moment où un professionnel pratique une épisiotomie et qui est donc injustifiée. On en a déjà parlé, Nathalie, hein. Et c'est très mal vécu. Il y a beaucoup de femmes qui le mettent dans leur projet de naissance. Je ne veux pas d'épisiotomie parce qu'elles commencent à aussi de plus en plus savoir que c'est inutile, que ça favorise les déchirures du 3e et du 4e degré, puisque c'est l'équivalent d'une déchirure d'une 2e degré, une épisiotomie, que ça nécessite des points de suture, une rééducation, enfin bref, vraiment un problème pour beaucoup de femmes, à juste titre. Moi, je le qualifie, comme je te l'ai déjà dit, Nathalie, de mutilation. Et donc, ça, je pense que Pascal, c'est ça, de ça dont tu parles, parce que c'est vraiment des images qui arrivent régulièrement. Une vraie urgence obstétricale, elle arrive pas en 5 minutes, sauf à l'hôpital. Et ça, c'est aussi une fausse croyance qu'on a. Je pense qu'il faut rassurer les partenaires. Alors toi, tu avais pas ça parce que tu as ce côté un peu viking en toi, mais les partenaires sont souvent plus rassurés par la technologie et le côté médical des choses que par le côté naturel, hein. Ça, c'est une grande tendance qu'on observe. Ça veut pas dire que tout le monde est rassuré par le côté technologique, mais ça, c'est quand même quelque chose qui s'observe. Et on pense qu'à la maison, comment on fait si tout d'un coup, ça se passe mal et puis il y a une urgence en 5 minutes? Mais ça n'existe pas. Une urgence en 5 minutes pour une grossesse à bas risque, quand le bébé est bien positionné, que la maman a un travail qui est fluide et que ça avance. C'est vrai que nous, on encourage les gens à avoir quand même des professionnels qui les entourent, de pas être tout seul. Après, chacun fait ce qu'il veut, pourquoi pas. On peut accoucher de façon non assistée, c'est tout à fait légal. Encore une fois, le couple, il fait son bébé seul, on ne comprend pas pourquoi il pourrait pas le mettre au monde seul. Et pour moi et Pascal, c'est vrai qu'on partage ce point de vue de dire c'est une histoire de couple. Point barre. Maintenant, au-delà de ça, l'hôpital, à partir du moment où on sait qu'on a un bloc à côté, on va aller pousser plus loin les limites, hein. Et c'est pour ça que le code rouge qui, en théorie, hein, même si c'est rarement 15 minutes, dit la naissance dans 15 minutes, elle a eu lieu parce qu'il y a une détresse fœtale grande. Ça n'arrive pas quand on est dans un processus physiologique parce que on capte s'il y a un souci mécanique ou psychologique. Bon, c'est vrai que moi, j'ai plus une expertise
j'ai une grande passion pour la psychologie, donc je remarque que souvent c'est lié, hein. Surtout pour une primipare, premier bébé, des peurs, enfin bref. OK, on transfère, mais je rappelle le chiffre, 0,46% des transferts d'accouchement à la maison sont des transferts potentiellement urgents. Ce sont des chiffres de 2020, tu as un rapport sur l'accouchement à domicile. Après, voilà, moi je précise aussi qu'on peut aussi accoucher en structure hospitalière de façon, fluide, mais alors pour ça, il faudrait y aller au dernier moment. Oui, Hein, vraiment, et on incite les gens à attendre le plus longtemps possible. on peut peut-être rappeler aussi, que quand une sage-femme vient, aider pour un accouchement physiologique à la maison, elle a toujours, je pense, de l'ocytocine de synthèse au cas où la délivrance du placenta, au cas où il y aurait quelque chose qui se passerait à ce moment-là, parce que c'est quand même la partie la plus risquée, en fait, de l'accouchement. Oui, bien que encore une fois, dans un contexte, mmh, sécuritaire, chaleureux, où justement on a le partenaire, on a toute cette ocytocine dans la pièce, parce que la naissance, c'est vraiment un éclat, hein, de cytocine. C'est quand même beaucoup moins courant une hémorragie de la délivrance dans ce contexte-là qu'à l'hôpital. Je rappelle que l'hémorragie de la délivrance, c'est une des premières causes de décès des femmes à l'hôpital. Les gens continuent de penser que les femmes ne meurent pas à l'hôpital, mais d'après les derniers chiffres que j'avais, il y en a à peu près 80 qui décèdent par année. En tout cas, j'avais des chiffres quand même, beaucoup trop élevés selon mon goût, quand tu te dis: «On est quand même dans une structure hospitalière, il devrait plus y avoir de décès», mais en fait, bah si, on tire sur les utérus, avec des molécules chimiques, on booste comme des dingues, et quand on écoute les professionnels: «Oui, mais maintenant on commence à doser différemment. Oui, mais on va moins enfin on fait plus d'épiso. Oui, mais oui, mais». Oui, mais en pratique, il y a quand même des femmes qui meurent encore. On crée beaucoup de dégâts, on attend des dernières minutes, et puis alors surtout, les conjoints qui ne savent pas continue aussi de passer la fausse croyance de dire: «Bah, heureusement qu'on était à Mmh. l'hôpital. Sinon, tu vois bien, ça se serait mal passé, et heureusement que, les docteurs étaient là parce que tu vois ma chérie, bah, ton corps il a pas su faire». Encore une fois, comme tu le dis justement Pascal, l'hôpital, est une option extraordinaire qui sauve des vies dans un cas de problème mécanique. Mais le problème mécanique, il faut savoir d'où il vient, voilà, et ceux qui viennent, on va dire de façon naturelle, sont quand même une minorité, voilà. Et il y a aussi ce qui est extrêmement important, c'est le pot à pot qui sera autorisé à la maison et pas toujours à l'hôpital. Donc toi, Pascal, tu es resté pot à pot, après enfin, quand Emma était en train de délivrer son placenta, c'est toi qui étais pot à pot avec, Exact, c'est avec ça, le hein, donc c'est bébé, super oui, important pour l'ocytocine, justement pour la délivrance du placenta. c'est ça. En fait, si tu veux, on se rend compte, qu'il y a effectivement cette ocytocine dans la pièce, à ce moment-là, et moi je le dis, sachant qu'à la base, je suis pas vraiment dans cette subtilité-là, tu vois? Moi, je suis plutôt, comme j'ai l'habitude de dire, avant de rencontrer Emma, j'étais plutôt quelqu'un de normal. Tu vois? Je regardais la télé, je regardais toutes ces choses, je mangeais un peu n'importe comment. Voilà, et moi tu pouvais me parler de des choses comme ça, d'ocytocine dans la pièce, je t'aurais dit: «Oui, bon, tu» mais je dois le dire pour l'avoir vécu qu'effectivement, c'est un moment où on sent ça, et lorsque, il y avait ce moment qui était aussi un moment, à risque, parce que la délivrance du placenta, je le savais. J'avais bien noté, dans ma salle de bain, j'avais tout un petit truc comme ça, il fallait que ça reste en moi, que la délivrance du placenta, c'est un moment qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas sorti, l'accouchement n'est pas terminé en soi, et ça peut justement être un moment, difficile. Et donc à ce moment-là, oui, c'est moi qui ai pris, Evie avec moi, qui ai fait du pot à pot. On était juste à côté, Emma était à 1 mètre de nous pour, à ce moment-là, lorsque les contractions sont revenues, heu, celles qui me font pas mal, pour pour la délivrance du placenta, ouais, ouais, et ça aide sûrement, ouais. Cette ocytocine-là aussi, ça doit faire partie, parce que je me mets à ta place à ce moment-là, il y a un côté, waouh, on l'a fait, le bébé est là avec nous, c'est, ouais, c'est puissant, quoi. C'est vraiment un truc, fort, Mmh. et puis, ben, c'est vrai que je ne connais pas donc à l'hôpital, mais ce qui me frappait là, c'est qu'on était à la maison.
C'est-à-dire que le bébé est tout petit là et il y a encore le cordon qui bat, mais on est à la maison, quoi. On n'est pas, tu vois? C'est-à-dire qu'il y avait le canapé que j'ai l'habitude de voir qui est là, la table, tout, quoi, notre environnement à nous. On est à la maison et c'est juste génial. C'est à ce moment-là, c'est plus tard que je me suis dit: «C'est vrai que normalement les gens, je crois, restent à peu près 3 jours, hem, à l'hôpital» et puis, bah, là, non, c'est pas le cas. On est à la maison. Emma a pu aller prendre une douche dans la salle de bain, de tu vois? C'était vraiment, c'est un confort incroyable. Oui, et c'est le partenaire qui est le chef du territoire, là, de la naissance. Ce qui n'est pas le cas dans l'hôpital. On est sur le territoire du professionnel. Mmh. Donc, c'est comme si tu es invité chez quelqu'un, tu vas pas ouvrir le frigo, tu vois? Tu n'es pas chez toi. Et donc ça change aussi beaucoup sur sur ce postpartum immédiat, pour le partenaire qui, du coup, moi je me souviens, j'avais dit à Pascal: «Ah, j'avais tellement faim», il m'avait préparé une assiette avec des amandes, des et on discute, on est chez nous, personne ne nous dérange en fait, hein. Évidemment, un pédiatre vient à la maison après pour confirmer les tests de la sage-femme. On est dans un processus où c'est chez nous, c'est notre territoire et évidemment que le partenaire là, il est de nouveau dans sa phase active. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui revient beaucoup. Il n'est pas impuissant, il est l'opposé. C'est très valorisant pour un partenaire de se sentir utile. Et on voit aussi parce que Pascal, maintenant, il rejoint aussi mes recherches parce que je lui montre beaucoup de choses sur les contenus où il y a les partenaires. Et on le dit et on explique pourquoi les cours de préparation à la naissance classique ne fonctionnent pas. Et je te montrais aussi l'autre jour un couple qui se prépare, on le voit dans une émission, ils font des cours d'hypno-naissance, de ceci, de cela. Et c'est pas suffisant. C'est pourquoi pas, si on veut, comme on dit au Québec, la cerise sur le sundae et puis apprendre de nouvelles méthodes. Mais il faut que la base soit là. Et la base, c'est connaître la physiologie, les besoins de la femme en couche, comment préserver tout ça et surtout pas tout foutre en l'air parce que avec l'ignorance, on arrive avec sa peur. Et on voit des hommes qui, justement, veulent se sentir utiles en enlevant je mets bien des guillemets, la souffrance de la femme. Et la prémisse, là, elle est fausse, en fait, hein, et que cette utilité, elle n'est absolument pas là. L'homme, vraiment, j'insiste, son rôle en tant que partenaire, c'est de continuer d'encourager sa femme à se reconnecter à ses capacités et de comprendre qu'elle a aussi une anesthésie naturelle avec ses endorphines et que ça, c'est issu d'un bain hormonal que l'homme ne connaît pas et que la femme ne connaît pas tant qu'elle n'est pas dans le processus d'accouchement. Donc, quand on voit des émissions où des sages-femmes qui n'ont pas eu d'enfants accompagnent des femmes qui choisissent avec un projet de naissance de ne pas avoir de péridurale, la femme arrive, elle donne son projet de naissance ou le conjoint donne le projet. Il y a une sage-femme qui n'a jamais eu d'enfant qui lit: «Ah, la pauvre, elle veut pas de péridurale» et puis elle témoigne, cette femme, face à la caméra en disant: «Oui, mais moi, dans mes études, on m'a appris qu'accoucher, c'est comme se faire casser 20 côtes sans anesthésie». Tu imagines le message énergétique du professionnel de la santé vers la femme, même si le mari se dit: «Bon, bah, ma femme, elle veut pas souffrir», parce que ça revient souvent, hein. La souffrance, je le répète, c'est psychologique. La douleur, c'est mécanique et l'intensité, c'est mécanique. Mais quand on parle de souffrance, ça veut dire qu'on est impuissant. Et donc, c'est sûr que la professionnelle ou le professionnel qui est là, il va vite dégager le conjoint symboliquement parce que lui, il a la puissance et le pouvoir de faire en sorte qu'elle va être soulagée. Il faut vraiment que le partenaire comprenne que son utilité ne se positionne pas, là-dedans. En revanche, comme je dis, une fois qu'on a une bonne base, de connaissances, on peut trouver, des moyens d'aider et d'accompagner la femme. Pascal, tu me massais, tu vois? Je crois Mmh. pas que tu l'as encore, mentionné, Non. mais il faisait des massages, sur le sacrum, assez forts d'ailleurs. Je m'en souviens même plus, en fait, Mmh. et pourtant, si j'avais pas eu ça, je pense que ça aurait été encore plus intense. Donc et oui, il y a une utilité, mais cette utilité-là, on va dire plus mécanique, elle n'est pas suffisante si le partenaire, il a pas un message énergétique,
tu es capable, c'est OK, je sécurise l'espace. Et effectivement, une fois que le bébé sort, il y a une réappropriation aussi du territoire qui est très, très facile et fluide. Je trouve pour le partenaire, c'est effectivement plus facile de se sentir, hein, Mmh. le lien, surtout quand c'est peut-être un premier enfant ou une découverte. Bon, après, ceux qui en ont déjà 4, c'est évidemment peut-être vécu différemment. Mais il y a aussi ouais, les partenaires qui disent: «Oui, bah, je savais pas trop comment faire en fait, où me mettre, comment mettre le bébé». Après, Mmh. souvent, il est mis dans une petite boîte qu'on appelle un lit dans les structures. J'en ris, mais c'est terrible Mmh. parce que, on fait tout faux et ces petits bébés-là, les pères souvent n'osent pas les prendre. Ils disent: «Bon, bah, si la puéricultrice l'a mis là-dedans, c'est qu'il y avait une raison». Donc c'est pas son territoire encore une fois, hein, il est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mmh. Mais il faut s'adapter, en fait, tout au long, déjà pendant la grossesse, mais pendant l'accouchement, il y a quand même cette phase de désespérance où là, tu as été particulièrement actif. Écoute, j'ai été actif sans l'être. Parce que à ce moment-là, alors, je m'attendais à devoir, comment dire? La coacher, si tu veux, à lui rappeler des choses, à et en même temps, je sais que la priorité, c'est vraiment qu'elle reste dans cette bulle et si je lui parle, elle va devoir réfléchir à ce que je suis en train de lui dire et ça risque de la faire sortir de sa bulle. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est simplement que je me suis approché d'elle, donc quand elle était dans la piscine et donc elle était face à moi dans la piscine. Moi, je suis à l'extérieur de la piscine face à elle et je suis venu poser ma tête, ma joue contre, la sienne, là, comme ça, tout doucement, délicatement et puis je la je j'ai posé une main au milieu de son dos et puis elle, j'ai senti qu'elle est venue tout de suite, elle s'est accrochée comme ça, alors elle me tirait le t-shirt. Je pense que j'étais violé à plusieurs moments et du coup, donc je ne dois rien dire, je dois continuer à ce moment-là, comme si tout est le plus OK du monde et puis, si tu veux, je venais simplement, hem, respirer en moi un peu comme elle, tu vois? Parce que je sais que si je me colle à elle, elle va sentir ça, on est collés l'un au je s alors j'ai rien dit, mais j'ai un peu respiré avec elle, tu vois? Ces profondeurs-là de respiration et j'ai eu la sensation que ça l'a aidée parce qu'elle se sentait aussi là, je pense épaulée. Je l'ai senti comme ça à ce moment-là, ce moment qui était le plus difficile là et je c'est là où je peux dire que j'ai eu vraiment la sensation la plus forte, en tout cas de ce travail, d'être une équipe vraiment soudée. C'est-à-dire que là, c'est on est ensemble, vraiment ensemble. Avant ça, elle avait peut-être besoin de juste une présence par là qui, une présence qui fasse attention à ce qu'elle peut avoir besoin. Mais là, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai senti que j'ai j'étais, si tu veux, le plus utile, dans toute cette période de travail. Voilà, j'ai senti là, ça commençait à devenir dur et mais je m'attendais à ce que ce soit encore plus dur pour elle, tu vois? Je pensais qu'elle allait monter encore plus en intensité et elle était déjà haute, mais le fait d'avoir fait ça, j'ai senti que, OK, ça a fait plafonner le truc et après ça allait de mieux en mieux et elle a passé cette phase la plus difficile comme ça. Donc de nouveau, tu vois, j'étais content parce que j'étais un peu inquiet en me disant: «Si je vais devoir lui parler, je vais, peut-être la réveiller un peu de cette bulle dans laquelle elle est» et c'est si important. Je sentais que c'était important, heu pour appréhender ces contractions, tu vois? J'ai vraiment ressenti. Je me suis dit: «Si moi je dois souffrir et que j'arrive à me mettre dans ma bulle, puis qu'il y a quelqu'un qui me regarde, je suis déjà pas à l'aise, je si en plus il me parle et tout», tu vois? Je me suis dit: «C'est pas cool. Je préférerais qu'on me laisse dans mon truc, mais que je sente que la personne elle m'épaule». Donc j'ai fait ça. J'ai senti ça, je l'ai fait comme ça. En tout cas, c'est vraiment, comme tu dis très bien, Emma, une réunification du masculin et du féminin sacré, hein. Et Mmh. en fait, la femme, elle doit pour pouvoir lâcher prise, elle doit être en confiance, de ses propres capacités. Elle doit ne rien faire et laisser ses hormones agir et elle doit être en confiance, par rapport à son partenaire. L'avantage quand même de cette période covid, c'est que
ça a permis à certaines personnes qui étaient déjà pas très à l'aise à l'hôpital de se dire en fait, et donc ça qui n'avaient plus trop envie d'aller à l'hôpital, en tout cas pour accoucher, pour un événement, comme vous l'avez dit, tellement magnifique, qui peut très bien se passer de manière fluide à la maison. Et donc ça ouvre des possibilités. On espère quand même sensibiliser pas mal de gens à petit, mieux prendre soin d'eux en fait et de l'humanité, de leur enfant, de la venue au monde d'un enfant qui est quand même c'est super beau comme vous l'avez c'est un témoignage très émouvant en tout cas Pascal. Je trouve que Merci. tu as super bien parlé. Qu'est-ce que vous avez on va passer un petit film qui est passé dans tes capsules Emma, qui est humoristique parce que je pense que l'humour peut faire passer pas mal de messages. On passera ça en se quittant. Mais avant, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent, tant aux hommes qu'aux femmes? Alors, on rappelle aussi que toutes ces vidéos s'adressent aux personnes qui vont avoir des enfants, mais aussi, à des personnes qui ont déjà eu des enfants et même parfois depuis plusieurs années. Je prends un exemple, une femme qui est en colère contre son mari parce qu'en fait, il est resté dans son coin à l'hôpital. Mais en fait, si elle peut comprendre qu'il n'est pas coupable de ça, que c'est pas de sa faute, ça peut apaiser beaucoup de choses. Donc c'est aussi thérapeutique ces capsules. C'est vraiment super important et dans ta formation, tu vas encore plus loin d'ailleurs parce que c'est beaucoup plus intimiste. Mais qu'est-ce que vous auriez aussi envie de dire donc aux personnes qui sont concernées, mais aussi aux professionnels de santé qui nous regardent et qui se diraient: «Mais ils sont complètement fous, nous on nous a appris ça, pourquoi est-ce qu'on changerait?» Toi ou moi? Bah, vas-y, Moi, j'ai juste les un petit 2, mot. Alors, spécial homme, hein, je vais te comme ça. laisser, toi, t'adresser aux professionnels de la santé. Ah Tu vois, voilà, hein, tu retiens pas, hein. merci, on me laisse le sale boulot. Oui, tu leur dis ce que tu as à dire, hein. Moi, je dirais, je vais plutôt m'adresser aux personnes justement qui envisageraient un accouchement à la maison, puisque ça a été mon cas. C'est ce que tu disais il y a pas si longtemps que ça et que tu n'as encore pas trop dit. C'est vrai que on connaît beaucoup plus de personnes, en fait, qui ont alors pour les personnes, en tout cas, qui ont accouché à la maison, ces personnes-là sont vraiment, tellement heureuses d'avoir pu le faire comme ça. Et par contre, pour ce qui est des personnes qui ont accouché en hôpital, et ben, pour l'immense majorité de ce que l'on peut connaître nous, c'est très souvent des personnes qui se sentent frustrées ou qui ont vécu une mauvaise expérience, tu vois? Donc, pour moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Ça rejoint un peu tout à l'heure ce que je disais être cette inversion des choses. C'est que c'est vrai et force est de constater que les personnes qui ont accouché à la maison et que voilà, ça s'est bien déroulé puisque il faut pas s voilà, le message moi que je donne là, en parlant comme ça, c'est évidemment, je pense qu'on a bien compris, mais c'est pour des personnes où tout se passe bien, où tout là, c'est une grossesse à bas risque, hein, c'est évidemment. C'est de ça dont je parle tout le temps, je le précise pas, mais et donc pour un accouchement à la maison où tout s'est bien passé, les gens sont vraiment tellement heureux d'avoir fait ça, alors que quand c'est à l'hôpital, c'est souvent des personnes qui, derrière, ne savent pas si effectivement, j'ai quelqu'un de dans ma famille qui envisageait d'avance plusieurs enfants et qui a eu là un parcours à l'hôpital et qui du coup, ne sait pas si elle en refera d'autres parce que cette expérience-là, le pour l'instant en tout cas, l'a fait vraiment réfléchir sur la suite et voilà, je trouve qu'il faudrait réfléchir plus souvent comme ça, en se disant: «À la maison, ça peut vraiment être quelque chose de génial si tous les voyants sont au vert». Vraiment, c'est incomparable plutôt que de subir des protocoles qui et là, je vais te laisser ensuite parler aux professionnels qui veulent débattre, s'ils veulent tout ça. C'est très facile de nous contacter, mais qui appliquent des protocoles qui vraiment, même sans être de médecin de ce métier, mais de ce c'est il y a des logiques, il y a des choses où tu sais, on peut justement comprendre que les logiques ne se font plus et que même eux et même des professionnels justement témoignent envers Emma en disant: «Mais c'est je me rends compte que pendant toutes ces années, j'ai fait des choses qui n'avaient pas de sens, mais c'est simplement en découvrant maintenant ce que tu dis que ça c'est en train de faire sens en moi en disant: "Mais j'ai fait tellement d'erreurs"». Donc tu vois, c'est pas la peine d'être un médecin
pour pouvoir comprendre certaines choses, certains protocoles qui sont mis en avant de manière, inutile. Voilà. Mmh. En tout cas, ça vous a pas empêché de remettre, le couvert, si on peut dire, puisque dans 3 mois, vous allez revivre la même expérience. Oui. Donc c'est que c'était en effet, ce que vous dites est vrai, c'est que c'était vraiment formidable. Oui. Alors ce sera une nouvelle expérience parce que chaque, Mmh. accouchement est différent, je le dis aussi aux mamans que j'accompagne, heu, la vie, c'est aussi l'imprévu. On ne peut pas tout maîtriser et il faut toujours, se laisser ouverte à c'est ça aussi, hein, enfanter, c'est se dire, que ta volonté soit faite. Alors, je ne veux pas faire une prédication, mais c'est ça et c'est toucher à ça, à quelque chose de philosophique, de transcendantal. Moi, je trouve ça extraordinaire de se dire: «Bah, c'est plus moi qui décide là». Surtout quand maintenant on a, des vies à 100 à l'heure, on fait plein de trucs, les femmes, elles travaillent, elles ont des responsabilités, différentes, sur l'extérieur et on pense qu'on peut contrôler les choses. Donc le job, du couple effectivement, et idéalement aussi des professionnels, c'est de mettre toutes les chances pour ne pas, abîmer, ce que la nature parfaitement prépare et après il peut y avoir des couacs et puis c'est comme ça. Maintenant effectivement, on se prépare aussi, il faut pas croire. J'ai dit à Pascal, «On va se repréparer aussi, on va refaire aussi beaucoup de choses» parce que de nouveau, hem moi, je suis une jusqu'au boutiste et j'ai toujours envie d'apprendre, j'ai toujours envie de savoir plus. C'est ça le message que j'ai envie de donner aux professionnels. C'est souvent, on sort de ses études, on a son diplôme. Tout ce qu'on veut, c'est une qualification et pas des compétences. Encore une fois, ce sont 2 mondes complètement opposés, hein. Le monde a besoin de compétences et aujourd'hui, le monde a besoin une nécessité de compétences et en réalité, sur le terrain, on voit des gens qualifiés mais pas compétents. Pourquoi? Parce qu'on est dressé, depuis qu'on est enfant à l'école, à courir à la bonne note. Mais quand on court à la bonne note pour avoir, un bon diplôme, pour avoir un bon travail et puis après je ne vais pas faire la suite de la carte postale, on n'est pas dans l'esprit critique, dans le bon sens, dans le recul et de se dire: «Mais en fait, qui a fait le programme de ce que je suis en train d'étudier?» Et pour moi, le professionnel, qui justement réussit sa carrière n'est pas un professionnel qui n'a pas fait d'erreur. C'est un professionnel qui sait faire la différence entre son ego, hein, et son utilité. Et j'apprécie les professionnels comme j'ai eu récemment une gynécologue obstétricienne qui m'a dit: «Merci de m'avoir cassé la gueule avec tes contenus parce que ça m'a démolie en fait» et je me rends compte que j'ai été formée à la pathologie, ce qui est normal, quand on est dans l'obstétrique. On devrait faire appel à nous, obstétriciens, quand il y a une pathologie. Le problème, c'est que l'obstétricien, lui, comme il ne voit que des problèmes puisqu'il est formé à les régler, il ne devrait pas être la figure référente de la femme pendant sa grossesse et de son accouchement. Il devrait être là en cas de problème. Donc le système n'est pas, n'est pas positionné juste. Les sages-femmes, elles apprennent, aussi de plus en plus, on va dire à à être les relais de tous ces protocoles absurdes standardisés à toutes les femmes, hein. Donc c'est comme si en gros, on est considéré comme une malade alors qu'on accouche. Mais certaines peuvent être, c'est une minorité qui ont des pathologies et donc les sages-femmes, dans leurs études, elles n'arrivent même plus. Il y a presque plus ce compagnonnage nécessaire pour que les sages-femmes se passent le savoir. Même dans des maternités qui se veulent physiologiques, respectueuses de la nature, les sages-femmes qui arrivent, les jeunes, elles disent: «Mais nous, on ne sait pas ce que c'est qu'une femme qui accouche autrement que sur le dos avec une péri». Il y a plus. Donc ça, vraiment, mettre son ego de côté quand on est professionnel. Mais tu sais, Nathalie, je l'ai souvent dit, je pense pas que la révolution viendra des professionnels. La révolution, elle viendra des parents et des familles. C'est en sortant de ce système-là qu'on crée un système sain, basé sur des nouvelles prémices qui sont justes, qui sont basées sur des faits et pas des opinions et des fausses croyances. Tant qu'on va attendre que le monde professionnel change, eh bien, on restera dans la même dynamique et le nombre de femmes continuera d'augmenter au niveau des traumatismes. Donc je rappelle que
aujourd'hui, ce sont les chiffres actuels, 40% des femmes qui sortent de leur accouchement s'estiment traumatisées, 25% des couples vivent un baby clash, donc séparation dans les premiers mois qui suivent la naissance, tu vois. Et toutes les secondes, il y a 4 bébés qui naissent sur Terre. Tu imagines le flot de traumatisme, de baby clash, de toute cette tristesse qui est là, qui peut être évitée dans la majorité des cas. Pour moi, le message, c'est plus aux familles que j'ai envie de dire. Ne pensez pas que les professionnels vont vous ouvrir la voie royale parce qu'eux-mêmes ont été conditionnés. En tout cas, il y en aura peut-être, mais ils seront trop rares. Oui, c'est que évidemment, c'est une danse commune. Mais pour moi, la clé reste quand même que les familles disent, eh bien, nous, c'est ce qu'on veut parce que, et on le verra dans le film qui va clôturer cette vidéo, quand on a fait notre bébé, on l'a fait selon les règles de la nature. Et donc, c'est vrai que ça se pose aussi la question fondamentale, qu'est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce qu'on veut vivre dans ce moment-là? Et se poser la question de ce qu'on veut vivre et qu'est-ce que je veux laisser dans les mains de l'autre comme pouvoir sur ce moment-là? Hein? C'est à quel moment je vais être autonome et je fais partie des souverainistes, donc si je veux quelque chose, je vais aller le chercher. Moi, je ne vais pas attendre qu'on me le mette sur un plateau. C'est trop risqué. Il y a peu de chances que ça se passe. En tout cas, un immense merci à tous les deux. Je rappelle que ton livre, Faux départ, qu'on peut trouver sur ton site. Il y a également la formation, mais qu'on peut acheter de manière combinée avec la formation Bonapace. Là, c'est pour aller encore plus loin. Elles sont complémentaires. Toi, tu es vraiment, je dirais, une coach. Le format, je l'ai déjà dit, mais très puissant. Donc, je conseille vraiment. Et puis, il y a tout ce qui est la formation Bonapace qui va plus loin et qui est aussi destinée aux professionnels. Donc, s'il y a des professionnels qui nous regardent, n'hésitez pas à aller voir ces formations parce que, en tout cas, on se réjouit parce qu'on n'a pas encore de date, mais on va bientôt faire une interview avec notre gynécologue nationale, Laurence Kayser. Je pense que ça va être extraordinaire. Elle montre vraiment la voie. Et elle est très touchée par ton contenu, donc ça montre quand même que quand on a été formaté par ces études, il y a, en mettant son ego de côté, il y a quand même moyen de revenir à un dialogue. Et on espère qu'il y a des professionnels qui vont se manifester auprès d'elle ou auprès de toi ou auprès de nous, peu importe, mais qui vont quand même participer à changer les choses parce qu'il y a énormément de contenu qui montre clairement qu'on a tout avantage, pour plein de raisons, à suivre un accouchement physiologique, à partir du moment où, comme vous le dites très bien, tous les feux sont ouverts. Voilà, je vous remercie infiniment. Ça a été un bonheur. On se reverra en tout cas pour une interview avec Laurence Kayser. Et je pense que ce sera aussi intéressant de consacrer du temps aussi à tous ces traumatismes. Comme tu le dis très bien, le service après-vente, qui est tout un commerce aussi d'ailleurs. On rappelle qu'on est là aussi parce que on a induit des gestes, on a utilisé des produits qui créent des effets secondaires. Tiens, c'est un mot qu'on entend souvent depuis presque 3 ans. On parle plus de coïncidence maintenant. Voilà. Et que il faut venir réparer ces effets secondaires et ces traumatismes. Et c'est dans l'intérêt de personne en fait. Donc mettons notre ego de côté. Je vous invite vraiment, en tout cas, à aller voir les capsules sur le site d'EmmaCruzy.com. Et on va se quitter avec ce petit film humoristique dédicacé aux femmes, mais aussi aux hommes. Et je te remercie infiniment, Pascal, parce que c'était formidable, très émouvant comme témoignage. Merci je vous dis beaucoup. Au revoir à tous les deux, en tout cas. Au revoir, merci Nathalie. Merci. Au revoir. Data ultima mestruazione? Il 22, sono al 14° giorno. Bene, vediamo le analisi. Emoglobina, le piastrine sono a posto. Ecografia, i tamponi vanno bene. Ecco lo spermiogramma. Pochi spermatozoi con motilità ridotta. Vabbè, vediamo se ce la facciamo. Beh, magari se la signora è molto fertile.
Visto che vola oggi, dobbiamo fare tutto entro stasera, eh? Pressione? 120-80. Sono ancora ai preliminari. Ma perché sono ancora vestiti così? Cambiatevi, per favore. Mettetevi i pigiama. Ecco, bravi. Allora, Silvana mette al monitoraggio, così lo teniamo sotto controllo. Temperatura? 36,3 lui e 36,9 lei. È proprio in ovulazione. Ottimo, bene così. Allora, adesso non preoccupatevi. Il concepimento naturale è una cosa bellissima. L'hanno sempre fatto tutti. Respirate bene, altrimenti diventa tutto più difficile. Fate finta che io non ci sia adesso. Brava! Ma no, ma chi li ha messi così? Così non va bene, eh? Su, scenda. Allora, lei signora si accomodi sul lettino. Brava. Ecco, adesso apra le gambe. Brava, così. Non abbia paura. E lei sopra. Venga qui. Perfetto. Potete procedere. Ecco così. Bravo, bravo. Adesso al mio 3, eh? 1, 2, 3. Spinga! No, no, non ha spinto bene. Riproviamo. Al mio 3. 1, 2, 3. Spinga! No, non esca subito! Così non ce la facciamo, eh? Su, non si scoraggi. Qual è il problema? Ah, ho capito. Silvana? Sì, dottore? Dia un aiutino al signore e facciamo un altro tentativo. Come? No, non può bere, eh? Si bagni le labbra. Adesso le facciamo una bella flebo, diamo un aiutino e la drettiamo un po'. La tira un po' su. Io non ce la faccio. Scusami. Non ce la faccio. Andiamocene via, per favore. Non ce la faccio proprio, cioè non è proprio possibile così. Dai, amore, fai uno sforzo, ti prego. Lo so che non è facile per te, ma qui sono bravissimi. Sì, ma non è sforzo, vabbè. Dai. Allora, come va? In questo ospedale facciamo tutto secondo la fisiologia. Le cose devono essere naturali, il più naturali possibile. Però, se serve, ci siamo noi. Facciamo un altro tentativo, poi, se non ci riesce, la signora la fecondiamo noi. Bene? Allora, come stiamo andando oggi? Bene. Oggi già 3 naturali col Viagra e poi 6 fallimenti e abbiamo fatto noi l'inseminazione. Per domani ce ne sono 3 prenotati con il naturale e una coppia che vuole andare direttamente in sala operatoria. Non vogliono neanche provare, io non li capisco. Lo so, sono le coppie in realtà che non vogliono il concepimento naturale. Su, siete stati bravissimi. Avete fatto veramente il possibile. Adesso ci pensiamo noi, eh? Siamo specializzati per queste cose. Che mettiamo come indicazione, dottore? Metta mancato impegno della parte presentata.
È stato grazie al dottore. Io non ho idea di cosa mi sia preso. Tra l'altro non mi era mai successo prima. Comunque, senza di loro non ce l'avremmo mai fatta. Sono stati bravissimi. Auguri. Grazie. Grazie.